Bienvenue à ce nouvel épisode de La Clé du condo. C'est quoi la Clé du condo? C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien Gobeil-Simard. Je suis directeur général chez Depatie-Beauchemin Consultants, une firme de services conseils techniques spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de Oudi, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, on s'entretient avec mon associé Jonas Depatie. Jonas est ingénieur et directeur de l'équipe en charge de la réalisation des études de fonds de prévoyance chez Depatie-Beauchemin. Nous discuterons des oppositions auxquelles font face les administrateurs lorsque vient le temps d'augmenter les contributions au fonds de prévoyance, chose que beaucoup d'administrateurs devront faire dans les prochaines années. On y va! Donc, salut Jonas, encore une fois. Salut Julien! Fait qu'encore aujourd'hui, on va avoir une petite discussion ensemble. Ouais. Cette fois-ci sur un sujet qu'on avait envie de parler quand même depuis un bout de temps. C'est sûr que nous, chez Depatie-Beauchemin, on fait beaucoup d'études de fonds de prévoyance ces temps-ci. Puis en fait, c'est sûr qu'on en fait plus depuis que la loi 16 a été adoptée. Fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de syndicats de copropriété qui, en préparation à la loi 16, font réaliser leur étude de fonds de prévoyance. Puis on a pensé, en fait, se réunir pour discuter mettons, des plus grandes oppositions qu'on entend quand on remet l'étude puis qu'on en discute avec le conseil d'administration. C'est quoi les 5 raisons qui sont le plus couramment invoquées face à des recommandations qui, bien souvent, vont dire au conseil d'administration qu'il faut augmenter assez passablement ou drastiquement même les contributions au fonds de prévoyance. On est quand même chanceux, je pense que tu vas être d'accord avec moi, que c'est sûr que là, on fait beaucoup affaire à des conseils d'administration qui prennent de l'avance, donc ils sont très proactifs. Donc en général, je me trompe-tu en disant qu'en général, là, les réactions sont quand même assez bonnes. C'est-à-dire que c'est bien reçu quand même si on arrive avec des recommandations. Souvent, ils s'en attendent. Quand ils font la demande, souvent ils le demandent parce qu'ils jugent qu'ils ont un ajustement à faire, ils ne savent pas la hauteur. Mais ils sont d'avance souvent sur le règlement, mais c'est leur intention là, d'ajuster. Donc, numéro 1, t'as dit on ne veut pas payer pour les autres. Ouais, ça je l'ai mis, ça arrive pas mal souvent. Donc, on remet l'étude, la première réaction c'est de dire Colin, je veux pas commencer à mettre de l'argent pour les autres, c'est beaucoup trop. Souvent, c'est rare que ça vienne d'un membre du CA, comme je dis, là, comme on dit, sont souvent préparés à un ajustement. Ça peut venir d'un copropriétaire qui ont des discussions, mais quand ça vient d'un membre du CA, ils partent dans l'idée qu'ils sont utilisateurs en ce moment, puis c'est comme une unifamiliale. Les travaux vont se faire plus tard, puis on paiera plus tard, mais pour le moment, je veux pas prévoir ces coûts-là dans le temps. On est comme dans une dynamique, mettons, où il y a des gens comme ça qui, pour eux, c'est pas un problème, en fait, qu'on accumule un genre de passif sur l'immeuble. C'est-à-dire, la personne qui m'achètera mon condo dans 10 ans, ça sera à elle d'évaluer qu'est-ce qu'il y a à faire, puis qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui l'a pas été, puis il me fera une offre d'achat en fonction de ça. Fait que c'est comme si c'était correct, en fait, qu'il y ait un genre de passif qui s'accumule sur l'immeuble. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est que le mode de copropriété, quand tu achètes une copropriété, ça l'indique. Le fonds de prévoyance, c'est existant depuis 1994 dans le Code civil. Et il faut qu'il y ait un fonds de prévoyance, il faut qu'il y ait des fonds, une contribution qui va à tous les éléments communs pour les remplacements, les réparations, parties communes. Fait que c'est pas nouveau, mais souvent, soit qu'ils l'ont oublié ou qu'ils n'en ont pas connaissance, mais c'est prévu dans le type de copropriété, le type de propriété que tu achètes. Ça, c'est super important, là, les administrateurs à la maison qui nous écoutent. Là.
sais, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui achète une propriété ou une copropriété en comprenant bien dans quoi il s'embarque, mais le mode d'habitation qu'est la copropriété divise, c'est un mode d'habitation où on se trouve à être actionnaire, si on veut, d'éléments communs. Puis ça, ben, cet aspect-là de devoir contribuer en mode utilisateur-payeur, parce que c'est toujours ce qui a été prévu au Code civil. C'est-à-dire que depuis que le Code civil existe, on nous dit au niveau de la copropriété qu'il faut contribuer suffisamment au fonds de prévoyance pour pouvoir payer les réparations majeures ou les remplacements de parties communes. Fait que ça, c'est pas nouveau avec la loi 16. Ça a toujours été là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des copropriétés qui ont mis le minimum qui était demandé dans le Code civil, qui est 5%. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Même on voit des zéros qui ont $0 dans le fonds de prévoyance. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ben, 5%, on entend dire que c'est passé, on va mettre 10%. Mais bon, tout ça pour dire que le mode d'habitation qui est la copropriété divise a toujours été prévu pour être un concept utilisateur-payeur. C'est-à-dire que si j'habite l'immeuble pendant 10 ans, je vais contribuer pour 10 ans d'usure au fonds de prévoyance pour tous les éléments communs. On dit, c'est si quelqu'un, pour utilisateur payeur, si quelqu'un habite là pendant 20 ans, passe, puis on remplace la toiture à l'année 22, c'est comme pas normal, puis ça tout le monde le comprend, c'est pas normal que la personne qui arrive paye pour le remplacement de la toiture. Il peut pas l'évaluer dans son achat du condo, il peut pas dire, bon, ben je vais dévaluer la valeur de la propriété que tu me demandes parce que la toiture est à refaire. C'est rare qu'on fait l'inspection des parties communes. On regarde l'unité qu'on achète, mais c'est tout. Ouais. Donc, on s'entend tous pour dire que c'est pas normal de payer, de pousser cette dépense-là sans en mettre un peu de côté. Là. C'est comme ça que c'était prévu initialement. Un long numéro 1. Ouais. On passe au deuxième opposition qu'on entend souvent là, à l'augmentation des contributions au fonds de prévoyance. Ceux qui veulent suivre les recommandations de leur étude de fonds de prévoyance, mais à moitié, mettons, qui veulent faire la moitié du chemin parce qu'ils trouvent que c'est des augmentations élevées, puis ils se disent on va viser dans le milieu, là, on va couper la poire en deux finalement. C'est souvent relié avec celui qu'on vient de parler, là, et on veut laisser les autres payer. C'est qu'on se dit bon, ben l'augmentation est trop grande, fait qu'on va essayer de l'ajuster, on va payer une partie, on va augmenter un peu les fonds les contributions, puis le reste, on le paiera par contribution spéciale, cotisation spéciale, parce qu'on est habitué de faire ça. Ouais. Ça, c'est ce qu'on entend. Là. Ouais. Fait qu'on règle pas le problème. C'est-à-dire que quand il y a des travaux majeurs à faire, souvent, on va vider le fonds de prévoyance puis demander une contribution spéciale, puis là, on se remet à mettre de l'argent dans le fond jusqu'à la prochaine intervention majeure. Fait qu'on on règle pas le problème. On continue à avoir recours, finalement, aux contributions spéciales. Le législateur veut couper ça. C'est ça, là, dans le fond, en tant que professionnel, en fait, c'est quoi on travaille quand même sous certaines contraintes. Fait que, est-ce que nous autres, un conseil d'administration qui dit pouvez-vous nous couper vos recommandations, pouvez-vous les couper en deux pour nous donner une chance ou en tout cas nous faciliter la tâche? Souvent, notre façon de procéder, c'est qu'on présente un scénario, c'est du jour au lendemain, ils se mettent à niveau. Mm-hmm. Donc ça, souvent, ça fait des grosses marches à monter. On a aussi la façon, c'est que c'est prévu là, dans la loi d'avoir un 10 ans de rattrapage, disons, de correction, parce qu'ils savent bien que du jour au lendemain, de doubler les cotisations, c'est pas donné à tout le monde. Donc, nous, on fait un peu le même processus, c'est qu'on présente un scénario avec une période de rattrapage de 10 ans. Donc, on part du montant que vous êtes en train de mettre, puis on monte pendant 10 ans, augmenter. Fait qu'au lieu d'être une inflation, mais là, on vient faire une marge. Disons que faut ben, je peux peut-être pas l'expliquer vite comme ça, mais disons qu'on gradue de 20 000 là, vous avez un manque à gagner de 20 000 ben, pendant les 10 ans, on va se remettre à un niveau qui est adéquat. Puis comme ça, ben, on va monter de 2 000 par année. C'est simpliste, comme je le dis, mais les marges vont être plus grandes que l'inflation. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut effectivement... Fait que ça, c'est une chose que les gens qui nous écoutent là, peuvent demander à leur professionnel. Fait que si le professionnel vous donne pas ce type de recommandation-là, en fait, si ce que vous voulez, c'est y aller d'une façon plus progressive, c'est possible de le faire. Parce que la loi prévoit que le renflouement n'est pas obligé de se faire instantanément. Il peut se faire au travers du temps. Fait qu'on peut moduler comme ça les contributions. Par contre, là, j'en comprends que le professionnel, en théorie, il peut pas juste dire moi, je vous recommandais de mettre 1200$ par année par copropriétaire, puis vous voulez mettre 600$, fait que je vais vous dire 600$. Ouais. Non, on peut pas faire ça. On a des obligations, des contraintes, comme on disait.
Donc non, faut donner notre avis professionnel par la suite. Le CA, lui, a la responsabilité de suivre l'étude, à quel point ils peuvent la suivre, l'ajuster. Ça revient au CA, mais il faut qu'il se base sur notre étude. Là. Puis nous, on a besoin de faire une étude professionnelle et non juste... Ben c'est ça. Puis au-delà de la notion de professionnel, en fait, je pense que ce qui intéresse tout professionnel qui réalise une étude, c'est quel est l'objectif du fonds de prévoyance. L'objectif du fonds de prévoyance, c'est de suffire à payer les réparations majeures ou les remplacements de parties communes. C'est pas de suffire à 50%, c'est pas de suffire à 20%, c'est d'être suffisant. Point numéro 3, l'étude est déconnectée de la réalité. Donc, encore là, c'est des fois des administrateurs ou des copropriétaires là, qui arrivent avec ce genre de... Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. Mais là, tu sais, quand j'ai lu ça, déconnecté de la réalité, ça m'a amené un peu... je savais pas dans quel angle c'était écrit. C'est-tu déconnecté de la réalité par rapport aux besoins de l'immeuble ou déconnecté de la réalité par rapport à la capacité de payer des propriétaires? Quand les gens nous disent ça, ils nous disent tout ça en voulant dire votre étude est déconnectée, là, les gens n'ont pas les moyens d'augmenter le frais de condo comme ça. Ben souvent, c'est rattaché à la capacité de payer. Là. Souvent, ils voient que ça sort directement de leur poche. C'est pour ça qu'ils disent ça n'a pas d'allure d'augmenter 4 fois ce que je mets en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, l'étude, quand on l'a fait dans l'idée du besoin de l'immeuble. Fait qu'on va pas là en disant combien ils sont capables de mettre, sachant qu'ils mettent ça actuellement. Nous, on va là et on dit les besoins de l'immeuble, voici les éléments que vous avez. Il faut prévoir un remplacement dans tant d'années selon l'état de l'élément, puis on fait des contributions par rapport à ça. Là. C'est ça. Donc, le montant qu'on sort, c'est vraiment ce que l'immeuble a besoin. Après ça, c'est sûr que l'immeuble, c'est pas elle qui se construit cet argent-là, ça pousse pas dans les arbres, donc c'est les copropriétaires qui payent. Mais il faut dire qu'on part de loin souvent. Là. Ce qu'on voit typiquement dans les budgets de copropriété, mettons qu'on le ramène à juste la partie fonds de prévoyance, là, puis c'est important, là, les administrateurs qui nous écoutent, de faire la distinction. Là, on parle vraiment du fonds de prévoyance et non des frais de condo là, totaux. Ouais, mais si on ramène ça à une contribution par année par copropriétaire pour la partie fonds de prévoyance, souvent on voit du 50 ou 100 $ par copropriétaire par année. Là, disons qu'ils mettent pour le fonds de prévoyance. Ouais, c'est ça. Au global, ils peuvent mettre 1000 $. Là. Et de 20 unités, ils mettent 1000 $ par année pour le fonds de prévoyance. C'est ça. Fait que par personne, souvent ce qu'on va voir, c'est du 50, 100 $ par année par personne qui va pour le fonds de prévoyance. Puis tu sais, c'est là, moi, que ça m'amène un peu la réflexion. En fait, c'est sûr qu'il y a peut-être un élément de surprise, là. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, là, l'étude est déconnectée de la réalité. Mais en réalité, je pense que les gens, il y a aussi une grosse partie de résistance au changement. Ouais. C'est que là, on arrive en disant... typiquement, là, les recommandations, là, ça va plus ressembler à 1000, 1200, 1300, peut-être même 1500 $ par copropriétaire par année pour la composante fonds de prévoyance. Donc, c'est sûr que souvent, la surprise est grande, c'est un gros changement. C'est un changement drastique, mais à un moment donné, tu m'as sorti une question que tu posais à certaines personnes là, que tu rencontrais pour un peu faire une analogie avec l'unifamilial. C'était quoi la question que tu posais déjà? Je leur demandais souvent combien vous pensez que vous mettez ou combien vous pensez réaliste de mettre sur 20 ans dans une unifamiliale. C'est ça. Si vous aviez un bungalow ou une maison unifamiliale, combien vous metteriez de côté pour vous occuper de cette maison-là? Rénovation, remplacement, réparation. Il y en a qui me sortaient des 50, 40 000. Là, je leur disais, pensez-vous que 20 000, c'est suffisant? Souvent, la réponse était, je pense pas. Il faudrait que ça soit même plus. Si on ramène ça sur 20 ans, comme j'ai demandé dans la question, 20 ans, c'est 1000 par année. C'est ça. Fait que quand on pose cette question-là, le réflexe des gens, c'est de penser en termes de dizaines de milliers de dollars. Donc, de nous dire, sur 20 ans, entretenir une maison familiale, c'est 20 000, 30 000, il y en a qui disent 40 000 $. Ben, 20 000 $ aux 20 ans, c'est 1 000 $ par année, puis 40 000 $ sur 20 ans, c'est 2 000 $ par année. C'est ça. Fait qu'il y a comme vraiment une espèce de déconnexion, en fait, entre ce que ça coûte de maintenir une copropriété en bon état, puis ce que ça coûte maintenir une maison unifamiliale en bon état, comme si en copropriété, il y avait une magie qui s'opère. Tout coûtait 10 fois moins cher. Ouais, c'est ça, tout coûte 10 fois moins cher ou il y a 10 fois moins de choses à faire. Ouais. Fait que c'est sûr que
ce que nous, ça nous envoie, je pense, comme signal, c'est que c'est un changement de culture drastique. C'est comme si par magie, maintenir en bon état une copropriété, ça devait pas coûter cher. Mais ça, je pense que ça vient avec les frais de condo que tout le monde magasinait. Voulait avoir des frais de condo c'est ça. Mais ceux qui demandent des études de fonds de prévoyance actuellement, je le sens, qu'ils ont compris ce changement-là, que la comparaison entre l'unifamilial et la copropriété, c'est équivalent. Ouais. C'est juste une autre façon d'habiter. On met certaines choses en commun, mais on a souvent aussi plus de services, des piscines, des gyms. Pas des tout le monde ascenseurs, qui a des ascenseurs, exact. Il n'y a pas d'ascenseur dans mon C'est ça, bungalow. une toiture en bardeau, ben avoir une toiture en élastomère, c'est quasiment 2 fois le prix. Là. Ben ouais. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'ensemble, mais au bout de la ligne, ça te coûte aussi cher, tu as plus de services, mais tu es en copropriété. Oui, c'est ça. C'est pas moins cher. Même point t'as moins de pieds carrés. Mais tu sais, il y a des choses qui vont coûter moins cher. Le déneigement par personne va coûter beaucoup moins cher, ça, par exemple, que si j'ai un contrat de déneigement pour ma cour où il rentre 2 stationnements pour ma maison. Ça, c'est effectivement, c'est de l'opération. Puis là où j'aime encore plus ta question, je trouve, c'est quand on la change de côté, quand on pose la question, si vous aviez une maison unifamiliale, croyez-vous que 1000$ aux 20 ans serait un budget raisonnable pour maintenir votre maison en bon état? Parce que là, c'est quasiment pire que la façon dont toi tu l'as posé il y a quelques minutes, parce que ultimement, un copropriétaire en ce moment qui lui met 100$ par année, là, c'est sa contribution au fonds de prévoyance. Si on pose la question à cette même personne-là, penses-tu que si tu mettais 100$ de côté par année pendant 20 ans, ça serait suffisant pour maintenir ta maison en bon état? On parle de 1000$. Je veux dire, 100% du temps, la réponse, c'est de trouver que la question est complètement ridicule. Mais pourtant, c'est souvent ce qu'on voit en copropriété, ce genre d'apport-là, finalement, au fonds de prévoyance. Fait que ça, c'est quand même... Ça nous démontre vraiment qu'il y a comme un changement de culture qui s'opère, puis que ce qui nous semble complètement déraisonnable pour une maison nous semble raisonnable pour une copropriété. Puis là, il faut un peu juste se réconcilier les deux. En fait, l'effort qui est demandé aux copropriétaires, c'est pas de mettre plus que ce que les gens doivent payer pour une maison. En fait, c'est la grosse différence, c'est ils deviennent obligés par la loi de le faire. Exact. Tandis que de le prévoir. Un propriétaire de maison unifamiliale, lui, il n'est pas obligé de mettre de l'argent de côté. Non. Mais bon, c'est sûr que si jamais il prévoit pas, puis qu'au bout de 20 ans, il va y avoir des travaux à faire, puis il n'y a pas l'argent, ben, il pourra toujours réhypothéquer sa maison. C'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas en copropriété, on ne peut pas faire ça malheureusement. On passe au numéro 4. On ne sera pas capable de faire accepter les augmentations. Fait que ça, des fois, c'est une réponse qu'on a là, quand on présente les recommandations de l'étude. Encore là, nous, on présente au CA. Fait que souvent, c'est la façon de s'échapper du problème. Ouais. Fait que souvent, les CA, quand ils nous répondent ça, souvent, c'est parce pas qu'ils comprennent pas l'étude, mais ils sont pas assez... ils l'apprennent pas assez pour eux. Ils sont pas capables de la présenter aux copropriétaires. Ouais, c'est ça. Mes mots m'échappent, là, mais... Ils se l'approprient pas et sont pas capables de défendre ce point-là. Donc c'est pour ça qu'ils vont dire ils ont une crainte à défendre ce Exactement. point-là parce que là, ils sont comme plus dans le clan des copropriétaires qui veulent garder des frais de condo bas. Fait que là, ils essaient comme un peu de dire on va faire voter les gens sur ces recommandations-là, puis on verra ce qu'ils disent, puis là, Mais... C'est la responsabilité du CA de c'est ça. Fait que ça c'est quelque chose qu'on répète. Je pense que... Ça commence à rentrer. Là. Ouais, la plupart des gens le savent, mais faut qu'on admette qu'encore aujourd'hui, il y a encore un mythe dans la copropriété comme quoi le budget qui est présenté à l'Assemblée générale annuelle est voté. En fait, oui, il est voté, mais il est voté par le conseil d'administration et non par l'Assemblée. En fait, le conseil d'administration doit présenter son budget annuel à l'Assemblée. L'Assemblée, les gens qui composent l'Assemblée peuvent questionner, critiquer ce budget-là, mais ultimement, malgré tous ces questionnements, malgré ces critiques-là, le conseil d'administration, après coup, peut décider d'adopter son budget qui a été présenté tel quel ou de le modifier puis de l'adopter ensuite. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est difficile. Quand tout le monde est contre. T'es sur un CA puis t'as 50 voisins là, puis les gens sont pas d'accord à ce qu'on augmente. Puis bon, c'est sûr que
c'est important que les conseils d'administration sachent que le budget, c'est leur responsabilité. Quand on parle de suivre les recommandations d'études, c'est un peu l'odieux qui vient avec cette responsabilité-là. À un moment donné, faut être capable de prendre ces décisions-là. Il faut surtout être capable de les expliquer aussi, je pense d'expliquer aux copropriétaires que c'est la loi qui est devenue, qui est ainsi faite. Hein. C'est pas de les copropriétaires administrateurs sont dans le même bateau que les autres. Il y en a probablement là-dedans qui eux autres non plus, ils veulent pas que les frais de condo augmentent, mais bon, c'est fait comme ça. Puis on a comme cru à tort que ça coûtait pas grand-chose habiter en condo. Finalement, ça coûte plus cher qu'on pensait. C'est leur première obligation, c'est le maintien de l'actif. Donc s'ils mettent pas de l'argent suffisamment de côté, des contributions adéquates, ça va sortir par contribution spéciale. Ouais. Et on évite ça, là. Il faut plus que ça soit dans le vocabulaire, c'est quoi. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça. Puis je pense que les copropriétaires, ou en tout cas les administrateurs, en fait, qui... en tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande là, à ceux qui écoutez cet épisode-là. Posez toutes les questions que vous avez là, pour bien comprendre votre étude de fonds de prévoyance. Assurez-vous de bien la comprendre. Ça va vous aider à en être de bons porte-parole. Exact. Bon, c'est sûr que si à la base vous êtes un administrateur qui ne croit pas à ce travail-là qui a été fait, bon, c'est un autre paire de manches. Mais tu sais, ceux qui veulent le présenter, qui veulent justement participer à ce changement de culture-là dans la copropriété, appropriez-vous cette étude, puis gênez-vous pas de poser des questions aux professionnels qui le font. C'est la vôtre. C'est ça, c'est la vôtre, puis c'est vrai que c'est vous qui vous ramassez un peu avec la patate chaude, là, le professionnel. Bon, nous, ça arrive des fois qu'on est invité à présenter là, les recommandations puis à répondre aux questions des assemblées. Mais c'est pas toujours le cas. Fait que souvent, les administrateurs, c'est à eux de répondre à ces questions-là. Ça nous fait plaisir de le faire, là, mais ils peuvent le faire eux-mêmes aussi. Oui, c'est ça. Mais assurez-vous de bien la comprendre. Puis moi, l'autre chose que je conseillerais, moi, c'est une expérience vécue également. De cette étude-là, de la rendre disponible aux copropriétaires le plus longtemps possible avant la prochaine assemblée générale annuelle. Attendez pas une semaine avant ou mettez pas ça dans une annexe là, à l'avis de convocation 10 jours avant la tenue de l'assemblée. En tout cas, si je prends mon exemple, nous autres, on l'a communiqué des mois à l'avance, puis on a proactivement demandé aux gens de poser les questions qu'il y avait. Quand on a des questions qui viennent, souvent, il y a une personne qui la pose, mais il y en a peut-être 10 autres qui ont la même question, mais qui sont gênés de la poser. On peut même se faire un beau document questions-réponses, puis essayer de communiquer le plus d'informations possible aux copropriétaires pour se faciliter la vie une fois qu'on arrive nous, avant la présentation, une fois qu'on a remis le rapport, souvent on attend d'avoir des commentaires, des retours, puis après ça, on fait une présentation, juste pour prendre le pouls, puis leur laisser le temps de réviser le document, puis de comprendre un peu. Ça fait en sorte que si tu fais une présentation d'un document qu'ils n'ont pas eu, ou qu'ils ont lu sur le tard, les échanges sont pas les mêmes. Là. Oui, c'est ça, Nous, on peut corriger, rectifier, puis... Exact. Faut pas minimiser en fait l'importance de ce qu'on appelle la résistance au changement. Parce que là, c'est vraiment ça. Là, on parle souvent de l'augmentation des contributions au fonds de prévoyance, mais c'est un changement. Il faut voir un avant puis un après. Là. C'est pas réellement une augmentation des contributions, c'est un changement de cap. Avant, on contribuait sans se questionner 5%. Sur les besoins de l'immeuble. 5%, des fois 10, des fois 15. Bon, c'est un peu pouce au vent, puis bon, combien le pourcentage qu'on met. Là, on passe dans un mode où on base ces contributions-là sur les besoins de l'immeuble tels qu'anticipés par un professionnel du bâtiment. Donc, tu sais, c'est pas tant une augmentation qu'un changement de cap, c'est un changement qui est drastique, mais il y a beaucoup de résistance au changement, puis pour faire face à la résistance au changement, c'est l'information, l'éducation, la communication. C'est un peu les 3 éléments clés. Fait que plus longtemps on en parle à l'avance, plus de ressources on met à disposition des gens. Parce que je crois que plus facile ce sera que les gens adhèrent à ça. Parce que c'est vrai qu'au final, le CA peut décider d'adopter le budget tel quel, même si tout le monde est contre. Mais je comprends que c'est pas qu'on souhaite. C'est ça, on vit en copropriété, on n'a pas envie non plus d'être l'ennemi de 100% des voisins. Fait qu'on aimerait ça que, sans être nécessairement heureux de la situation, qu'ils comprennent pourquoi on n'a pas le choix de le faire. Exact. Numéro 5, et le dernier.
Réécrire l'étude. C'est quoi ça, ce point-là, réécrire l'étude? Ben, souvent, on met comme commentaire ouais, mais là, je mettrais peut-être cette dépense-là plus tard. Ou c'est bien cher cette dépense-là. Plusieurs commentaires dans ce sens-là pour vouloir soit corriger des montants, corriger des éléments. C'est pas à nous les fenêtres. Là. Il y en a plusieurs, on pourrait les regarder en détail. Fait qu'on réécrire l'étude, là, comme vraiment si je tenais un crayon, puis quelqu'un voulait prendre ma main pour comme écrire d'autres choses à la place de ce que moi j'ai écrit. Là. Fait que, on vient à dire que c'est un professionnel qui le fait, donc il faut se baser. Il s'est basé sur certaines normes, sur des coûts. On sort pas ça d'un chapeau, là, on n'a pas un chapeau magique. On sort un prix, on sort un élément. On se base sur soit des fournisseurs, soit des factures antérieures. Fait qu'on a quand même une banque des bases de données. Des bases de données, effectivement. Que tout le monde peut se servir, des bases de données professionnelles. Exact, donc c'est pas... je veux dire, on fait des prix en conséquence, on regarde les éléments, puis c'est pour ça quand on livre un rapport professionnel, mais on a révisé tous les éléments, puis c'est pas, on sort pas ça. Là, ça arrive tout souvent que mettons, sur 10 conseils d'administration que tu rencontres suite à une étude, là, il y en a combien, mettons, qui vont contester des prix ou des estimés de coûts, en fait? Ça arrive-tu vraiment? 2, 3, là, peut-être. OK, fait que c'est pas la majorité, mais c'est régulier. Non, souvent, ça va revenir, mais on discute, puis c'est réglé, là, mais disons, ce qui revient le plus souvent, c'est de dire, ouais, mais regardez ça, puis ça, c'est discutable, là, mais au niveau, disons, de la peinture, ben ça, on va faire ça à l'interne. Donc là, souvent, pas réécrire nécessairement, mais juste dire, ouais, cet élément-là, tu l'as prévu dans le fonds de prévoyance avec un montant dans 15 ans. Ça va nous coûter la moitié de ça, parce qu'on va le faire par notre concierge. Moi, ce que je réponds à ça, c'est, OK, c'est beau, là, vous êtes là, actuellement, c'est peut-être vrai, sauf que nous, si on prévoit la dépense dans 10 ans, vous serez peut-être plus là, le concierge, il sera peut-être plus là. Fait qu'on peut pas prévoir ce que votre méthode, votre réalité actuelle. Votre façon que ça vous coûte moins cher, qui dépend de votre propre bénévolat et de celui de 2-3 personnes clés. Allez-vous être là, puis de 2, mais même si vous êtes là, puis vous le faites de cette façon-là, ben nous, il y a des révisions aux 5 ans. Ouais. Le solde va être plus important, on va ajuster, puis vous n'allez pas perdre au change, même si vous le faites par vous-même. Ouais, je comprends. Si nous, notre projection se fait sur 5 ans, ben, il se fait sur 25 ans, mais va revenir, on va faire une révision aux 5 ans. Ouais. Puis à ce moment-là, on réajustera avec le sol qui est disponible au fond, puis les travaux réels qui ont été. C'est ça. Fait que vaut mieux y aller. Combien ça coûterait si on faisait faire la job par des experts, des professionnels ou autres. Puis regardez, si jamais vous ralliez des gens pour faire ces travaux-là qui sont faisables avec du bénévolat, puis que ça vous coûte moins cher, ben tant mieux, à la révision de l'étude dans 5 ans, ça va être mieux. Vous allez avoir plus que prévu qui reste dans le fonds de prévoyance, puis on va pouvoir ajuster légèrement à la baisse les contributions. Okay. Exact. Okay. Même chose, une autre chose qui revient, c'est au niveau soit les fenêtres, là. Ah ben ça, les fenêtres, on s'en charge, c'est chacun pour soi. Les fameuses parties communes à usage restreint qu'on a parlé d'ailleurs à l'épisode 2. Exactement. OK. Fait que là, ça, première réponse, ben, c'est réécouter l'épisode 2. Deuxième réponse, c'est il faut regarder la déclaration de propriété. Fait que les gens veulent enlever carrément, encore là, c'est sûrement pas une majorité, là, mais de temps en temps, on a des gens qui disent qu'ils veulent enlever des interventions dans le plan de maintien de l'actif qu'on livre dans l'étude pour enlever des coûts puis diminuer l'argent qui est mis dans le fonds de prévoyance. Puis la bonne réponse, ben, c'est pas prévu à la déclaration de copropriété. C'est prévu comme une partie commune à usage restreint. C'est ça que c'est, là. Oui, c'est ça. Fait que, faut-il rappeler aux auditeurs que pour les parties communes à usage restreint, c'est le fonds de prévoyance qui paye pour le remplacement et les réparations majeures. Sauf si il y a une répartition différente qui est prévue à la déclaration de copropriété pour les seules personnes qui ont accès ou ont l'usage d'un certain élément. Donc c'est ça. Fait que ça, c'était le point numéro 5, réécriture de l'étude. Fait que des fois, il y a des gens qui vont avoir tendance à vouloir questionner des montants, mais pas en s'appuyant nécessairement là, sur des données concrètes. Je peux rajouter, on prévoit aussi dans certains qu'on explique, c'est beau d'avoir le montant exact là, du produit, mais souvent il y a le temps matériel de la personne, de l'installateur, il va avoir aussi la contingence. Oui, c'est vrai, parce que ça aussi, ça peut arriver des fois. Là, hey, vous avez mis, 50 000 pour un remplacement de fenêtre,
Mais moi, j'ai demandé un prix vite comme ça à un vitrier. Puis il m'a dit 30 000 pour toutes les fenêtres. Moi, c'est 30 000, mais 30 000 ne tient pas compte de 8 ans d'inflation parce que le remplacement va être dans 8 ans. Ne tient pas compte de la main-d'œuvre, il n'y a pas de contingence, l'équipement de lavage, les imprévus, etc. Faut faire attention. C'est ça, il faut faire attention aux prix qui sont donnés vite. Souvent, mais on est tout le temps à l'écoute. Là. Si les copropriétaires, le CA a reçu des prix, c'est justifiable. Moi, j'ai pas de problème à ajuster. Là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais bref, c'est pas ça le but. On va ajuster des montants quand il y a des informations concrètes là, portées à notre attention. Faut qu'il y ait des sources. Mais souvent, en fait, c'est pas des grosses fluctuations non plus. Fait que ça fait pas une méga différence ultimement sur les recommandations financières. Fait que ça fait le tour des 5 points. Ouais, les 5 objections qu'on entend le plus souvent quand on présente là, des conclusions, des recommandations là, d'études de fonds de prévoyance. On pensait les partager avec nos auditeurs aujourd'hui parce qu'on pense que ça peut vous aider à vous préparer, à préparer les copropriétaires. Ça peut vous aider aussi à gérer vos attentes là, par rapport à ce futur exercice, là, si c'est pas déjà fait de votre côté là, d'études de fonds de prévoyance, quelles devraient être vos attentes. Mais surtout, ça va vous aider, on pense, là, à beaucoup gérer en fait là, votre communauté de copropriétaires, là, puis à voir comment vous pouvez communiquer ces recommandations-là efficacement, puis comment, encore là, on a mentionné tantôt là, à vous approprier votre étude, on s'est dit d'un peu mieux connaître les objections que vous risquez d'avoir au niveau des copropriétaires. On pense que ça peut vous aider à vous préparer à ça, puis à arriver bien outillé, bien équipé à répondre à ces objections. Donc, merci pour cette bonne discussion-là, puis au plaisir de se reparler d'un autre sujet dans un autre épisode. Bye bye.